entré en collision avec une épave, le Lady Vane, bateau de croisière ayant quitté 10 jours plus tôt le port de Callao, Pérou, a sombré par environ 1 degré de latitude sud et 107 degrés de longitude ouest. La date de ce naufrage, le 1er février 87, est restée dans les annales maritimes. 11 mois et 4 jours plus tard, le 5 janvier 88, mon oncle Edward Prendick, gentleman qui vivait de ses rentes et faisait partie des passagers du Lady Vane, fut retrouvé par 5 degrés 3 de latitude sud et 101 degrés de longitude ouest alors qu'on le croyait noyé. Il était le seul rescapé sur un canot de sauvetage au nom illisible, mais qu'on supposait appartenir à une goélette disparue, l'Ipecacuana. Il n'est pas mort. Il a changé de forme. Il a abandonné son corps. Pendant quelque temps, vous ne le verrez plus. Il est tout là-haut, au ciel, d'où il peut vous voir. Vous ne pouvez pas le voir, mais lui, il vous voit. Mon oncle tenait des propos si incohérents qu'on le prit pour fou. Par la suite, il prétendit qu'il ne se souvenait de rien, hormis d'avoir survécu au naufrage du Lady Vane. Non, je suis désolé. Un blanc total. Son cas fut décrit par d'éminents psychologues comme un exemple curieux de perte de mémoire provoquée par un état de stress physique et mental. Pensez-vous que le patient soit susceptible de mettre fin à ses jours? Un suicide? Non, je n'y crois pas un instant. Oui, docteur. Vous pouvez le renvoyer chez lui. Vous en êtes sûr? Faites ce qu'on vous dit. Bien, docteur. J'ai découvert le récit qui va suivre dans les papiers de mon oncle. Il n'a laissé aucune consigne en vue de sa publication. La seule île connue des navigateurs dans la région où il a été retrouvé est l'île de Noble, un îlot volcanique inhabité. Il a été visité en 91 par le HMS Scorpion. Les marins n'y ont aperçu de vivant que d'insolites papillons de nuit, des cochons sauvages, des lapins et des rats assez singuliers. Aucun spécimen n'a été rapporté. Ce récit n'est donc corroboré par aucune preuve décisive. Cela étant bien compris, il n'y a guère à craindre dans le fait de rendre cette étrange histoire accessible au public, conformément, je crois, à la volonté de mon oncle. Ce qu'on ne peut remettre en cause, c'est que mon oncle Edward Prendick s'est évanoui de la surface de l'océan au large du Pérou pour réapparaître dans les mêmes parages après 11 mois. Et il semble qu'une goélette appelée l'Ipecacuana et commandée par un capitaine ivrogne du nom de John Davis avait bien quitté, en janvier 87, le port d'Arica, Chili, avec à son bord un puma et d'autres animaux. Que ce navire était connu et identifié dans plusieurs ports du Pacifique Sud et qu'il a fini par disparaître de ces mers, lesté d'une cargaison considérable de noix de coco, tandis qu'il voguait vers son destin inconnu depuis Banya en décembre 87, date qui s'accorde parfaitement avec le récit de mon oncle. Ils entendent rien, c'est peine perdue. Si, ils entendent. Mais ils n'ont pas assez de vivres pour nous. Votre capitaine, il va bien revenir vous chercher. Pourquoi il viendrait? Vous avez pas vu? Ils sont au moins 7 sur la chaloupe. Et nous, on est 3 sur ce canot. Avec 2 litres d'eau potable et des biscuits trempés par la pluie. De quoi tenir un jour ou deux. Sur le canot, il y avait moi, un passager allemand nommé Elmar et un marin bègue dont j'ignorais le nom. Notre errance allait durer 8 jours. 8 jours à dériver sur la chaloupe du Lady Vane, tenaillé par la faim et la soif. Une soif intolérable que nul ne peut imaginer. Le deuxième jour, les eaux se sont muées en une surface lisse et opaque. Chacun restait sans dire mot, à fixer l'horizon.
En se reportant sur nos compagnons, nos yeux s'écarquillaient hagards. L'épuisement et la détresse émaciaient nos visages. Le soleil est devenu impitoyable. Écoute-moi. Je sais que tu as la même chose. J'ai entendu Elmar chuchoter quelque chose au marin. Lui aussi, même s'il les dira jamais. Il faut faire quelque chose de toute façon. Je percevais des bribes de phrases, mais dans l'état d'hébétude où je me trouvais, Tu peux survivre. Et moi ces aussi. paroles n'avaient pas plus de sens pour moi que si Elmar fredonnait un refrain idiot. Tu comprends? C'est notre dernière chance. Si on le fait, si tu es avec moi, tous les deux, on s'en sortira. Tant pis pour lui, on n'a pas le choix. Alors le bec, t'es d'accord? Tu stoppes là. Ou tu préfères crever sur ce canot? Le 4e jour, notre réserve d'eau a pris fin. Le 6e jour, Elmar a pris le ton de la fatalité. C'est notre dernière chance de survie. Une fatalité qu'il manipulait depuis le début. Un de nous doit se sacrifier. Les deux autres pourront boire. Il faut tirer au sort. Le bègue faisait oui de la tête. C'est pas nous, c'est le sort qui décide. Boire du sang pour survivre? Tuer pour survivre? On n'a pas le choix. Elmar a raison. Non! Hé! Non! On saborde le canot, on coule en même temps. C'est une fin plus digne. Finir dans la gueule des requins. Elmar a raison. Remets-toi au sort, Prendick. Et tu pourras boire. La nuit est tombée. Je suis resté assis sur la proue. Ils me croyaient endormi, mais j'étais à l'affût du moindre de leurs mouvements. Faudra faire ça vite et sans trembler. C'était le bègue, cette fois, qui chuchotait à Elmar. Si tu l'as jamais fait, t'as intérêt à me laisser faire. Oui. Faut bien que ce soit moi qui lui arrache le couteau. Il le serre dans sa poche. T'as remarqué, hein? Je gardais la main serrée sur mon couteau de poche, On va pas se laisser faire. mais je doute que j'aurais eu assez de force pour me battre. Lui régler son compte sans lui laisser le temps de couiner. À l'aube, j'ai fait mine de céder à la proposition d'Elmar. Le bègue a lancé une pièce pour désigner le perdant à pile ou face. Désolé, le bec. Le bègue avait perdu, mais je savais ce qui allait Ton suivre. couteau. Un simulacre de lutte, puis il se retournerait contre moi. J'ai jeté le couteau à la mer pour qu'au moins le combat se fasse à armes égales. Sans le couteau, leur combine ne tenait plus. Dans les regards qu'ils ont échangés, c'est devenu chacun pour soi. Comme ils étaient tout près l'un de l'autre et que je restais sur la proue, ils se sont mis à se battre, pour de vrai, comme des bêtes enragées. Ils luttaient en faisant vaciller le canot. Je me suis mis à ramper vers eux pour les séparer, mais ils ont basculé par-dessus le plat-bord et coulé, comme des pierres. Un rire a jailli dans le silence, comme au-dessus de moi. C'était mon propre rire qui venait de me surprendre. Il semblait courir sur les flots en s'éloignant de la chaloupe. Combien de temps suis-je resté étendu sur le banc de nage? Ne bois pas l'eau de mer, Edward. Les naufragés, quand ils se laissent aller à boire l'eau de mer, deviennent fous et meurent vite. Entre hallucinations et souvenirs, les images se succédaient dans mon cerveau. Edward. 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 Ma tête oscillait avec les flots. Sur la ligne d'horizon, une voile délicatement posée dansait de haut en bas. Et je me rappelle avoir pensé, quel dommage que je sois déjà mort. Oui, quelle mauvaise blague ce bateau qui, à quelques instants près, aurait pu me trouver vivant dans mon corps. Dans mon corps. Un homme seul dans le canot. Aide-moi, Malig. Mort ou vif? Plus mort que vif. N'avez pas d'échelle de cordée? Non, débrouillez-vous avec votre bossu. Laisse aller. Oublie ce satané capitaine. Prenez pas, on est à l'arrêt, vos questions s'affolent. J'ai le vague souvenir d'avoir été porté sur le passe avant du voilier. Un visage renfrogné, sous une touffe de cheveux roux, m'a observé en grommelant. Oh,
l'état où il est, valait mieux le laisser sur le canot. On le dépose sur ma couchette. Soulève ses jambes. Voilà. J'ai eu l'impression, étrange, qu'une tête brune ouvrait sur moi 2 yeux extraordinaires. Un cauchemar, ai-je pensé. Mais c'était avant que je revoie cette tête en plein jour. On m'a fait ingurgiter je ne sais quelle boisson. Et le noir complet a tout envahi. Comment vous sentez-vous maintenant? L'homme qui me parlait avait des cheveux de lin, la lèvre inférieure tombante. On vous a trouvé sur un canot, mourant de faim. Le regard étrangement vide. Il portait le nom du Lady Vane. Et des traces pas très catholiques sur le plat-bord. Tenez. Buvez ça. Vous en avez besoin. Oh, ça a le goût du sang. Et vous vous sentez mieux? Pas vrai? Une chance pour vous, le bateau qui vous a repêché transporte un homme de médecine. Moi. Quel est ce bateau? L'Ipecacuanha. Vous croirez si vous voudrez, c'est le nom d'une plante vomitive. Vous êtes sur un navire marchand venu d'Arica et Callao, ou du pays des idiots de naissance, on dirait plutôt. Son capitaine, un certain Davis, n'a plus le droit de naviguer, mais il dit à personne. Ces piqûres sur mon bras? Des injections. Vous avez perdu connaissance pendant plus de 30 heures. Je vous ai rabiboché. Je suppose que je dois vous remercier. Je meurs d'envie de savoir qui vous êtes. Et comment vous vous êtes retrouvé sur ce canot. J'ai cru déceler dans ses yeux de la méfiance, un soupçon. Ces hurlements sont insupportables. Il a quitté brusquement la cabine. Je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un. On aurait dit qu'ils allaient en venir aux mains. Tout ça se mêlait à des grondements de bêtes sur le pont. Alors? Puis il est revenu dans la cabine, comme si de rien n'était. Vous alliez me dire qui vous êtes? Prendick. Edward Prendick. Je vide mes rentes et trompe mon ennui en me consacrant à l'histoire naturelle. C'est ce qui me fait parcourir les 4 océans. Un amoureux de la science, comme moi. J'ai étudié la biologie à Londres. Dissection de la radule de l'escargot, de l'ovaire du ver de terre, tout ça. Mon Dieu, c'était il y a 10 ans. Gower Street est loin d'ici. Caplazzi marche toujours aussi bien. Tous ces bistouris alignés. Un vrai rêve de carabin. Le soir, j'écumais les music halls. Et que cette jeunesse. À 21 ans, j'étais déjà cramé. Je me suis conduit comme un idiot. Ce qu'il appelait ses excès de jeunesse avait tout d'un excès d'alcool. Pas tout à fait guéri. Je sortais d'un naufrage, mais lui semblait continuer le sien. Enfin, tout est différent aujourd'hui. J'ai demandé au cuistot de vous préparer du mouton. Je vais voir où ça en est. Excusez-moi. Monsieur... Appelez-moi Montgomery. Quelle est notre destination? Hawaï. Je vais te déposer en route. Où ça? Sur une île, où j'habite. À ma connaissance, elle n'a pas de nom. Pas de nom? Je vous apporterai des habits, avec le repas. Après 24 heures passées à dormir et manger, j'avais assez récupéré pour pouvoir aller de ma couchette au hublot. De là, je pouvais voir les vagues chevaucher à la poursuite du navire. Notre goélette courait vent arrière. Par temps clair, tandis que le soleil entamait sa descente à l'ouest, j'ai emprunté l'échelle du gaillard d'arrière à la suite de Montgomery. C'était la première fois que je m'aventurais sur le pont. Un être bossu, difforme,
au geste maladroit, obstruait le passage. Maligne, bon sang! Ta place est pas ici, retourne sur le gaillard d'avant! Le bossu s'est tourné vers nous avec une vivacité quasi animale. La singularité de ses traits m'a tout de suite frappé. Ils veulent pas de moi là-bas. On dit dégager. Pas le choix, non. Isolé du reste de son visage, son nez pouvait être pris pour un museau. Sa bouche énorme, entrouverte, laissait voir de grosses dents blanches qui déparaient chez un humain. Des poils noirs épais dépassaient du col et des manches de ses habits. Je t'ai dit de retourner à l'avant. Cesse de discuter, c'est un ordre. Il a descendu l'échelle en me frôlant. Je ne me remettais pas de la sidération causée par son allure entortillée, sa laideur grotesque. Il me semblait l'avoir vu quelque part. Je l'avais déjà vu, oui. C'était à mon arrivée sur le navire. J'avais pris son visage de gargouille pour un cauchemar. Mais il était bien réel. Voilà sur le gaillard d'arrière. C'est un petit navire alors. Forcément, c'est vite encombré. Ah, attention, vous mettez les pieds. Ce que j'avais entendu depuis ma cabine m'avait préparé, mais seulement en partie, au spectacle que je découvrais sur le pont. Je n'en avais jamais arpenté d'aussi sale. Débris de carottes, matière végétale, ordures indescriptibles. Il y avait tout ça et plus encore. Une meute de chiens de chasse était attachée au grand mât. Ils bondissaient vers moi en étirant leurs chaînes. Sous le mât de misaine, un immense puma trépignait dans sa cage en fer. Prison si étroite qu'il ne pouvait s'y retourner. Plus loin, sous le pavois de tribord, des lapins étaient entassés dans de grands clapiers. Et un lama étirait son cou dans la boîte qui lui servait de cage. Les chiens étaient muselés par des lanières en cuir. Seule présence humaine sur le pont, le marin taiseux et décharné qui tenait la barre. C'est une ménagerie maritime. On dirait bien. Ces bêtes vont servir à quoi? Marchandises, curiosité. Le capitaine s'imagine qu'il va les revendre dans les mers du Sud. On croirait ça. Pas vrai? Il me fixait d'un air narquois. Ces faux fuyants ne faisaient qu'attiser ma curiosité. Le capitaine se défoulait à nouveau sur Malines et le serviteur de Montgomery. Sonné par un coup dans le dos, le malheureux alla rouler parmi les chiens. Par chance, les muselières emprisonnaient leur croc. Capitaine Davis, cet homme est mon aide et un passager comme les autres. Je vous défends de porter la main sur lui. Allez au diable, pauvre médecin. Tranche-la. Faites ce que je fais sur mon bateau. Depuis qu'on est à bord, votre équipage ne cesse de le brutaliser. Depuis que vous êtes à bord, mon bateau est une porcherie. Vous êtes payé pour transporter ces bêtes. Payé, oui. Ah, c'est bien ma veine. Vous et votre île de malheur, là. Ça veut des animaux pour son île. Et pour faire quoi, hein? Du diable si je le sais, moi. Laissez Maligne tranquille. Il vous entend pas, il est sourd. C'est pas une excuse pour s'en prendre à Maligne. Oh, votre diable de bossu, là. Un affreux petit démon. Personne ne supporte ici. Même vous. Ils en seraient venus aux mains si je n'avais pas haussé le ton. Aux mains et aux sabres, vu le caractère imprévisible de cet ivrogne de capitaine. La ferme! Vous entendez, la ferme? À moi? À moi qui balance ça? Moi, la loi? Et le prophète sur ce bateau? Je regrettais tout de même d'avoir oublié que j'étais seulement toléré sur ce navire. Une épave humaine, sans billet de passager. Dans ma situation, il valait mieux ne pas la ramener. Au moins, j'avais évité une conclusion sanglante. Merci. Splendide, n'est-ce pas? C'est l'heure où toutes les étoiles sont visibles. De la plus lumineuse à la plus pâle. La terre que la vigie a signalée, c'est votre île, n'est-ce pas? Oui. On ne la voit plus dans l'obscurité, mais elle est bien là. Je vais pouvoir débarquer à l'aube. On ne se reverra sans doute pas. Pourtant, je vous dois la vie. Le hasard. Un pur hasard. Je préfère remercier la personne que j'ai sous la main. Ne me remerciez pas. Vous aviez un besoin, moi la compétence. Je vous ai perfusé et nourri comme je l'aurais fait en recueillant un spécimen. Je m'ennuyais, fallait bien que je m'occupe.
Si j'avais été trop blasé ce jour-là, ou si votre tête m'avait déplu, ben... Oui, on peut se demander où vous seriez en ce moment. En tout cas, je maintiens que vous m'avez dit... Le hasard, je vous dis. La vie d'un homme n'est qu'une suite de hasards. Tenez, je fais quoi ici, moi? Un exclu de la civilisation, alors que je devrais être en train de profiter des plaisirs de Londres. Tout ça parce qu'il y a 11 ans, j'ai perdu la tête par une nuit de brouillard. Perdu comment? Perdu, c'est tout. Ces ciels étoilés, c'est pire que l'habitude pour vous rendre bavard. Je serais idiot de vous raconter ça. Même si c'est pas l'envie qui me manque. Quoi que vous direz, je peux vous assurer que je le garderai pour moi. Bon. Non. Ne me dites rien. Vous faites bien de garder votre secret. En me le confiant au mieux, ça vous soulagerait si je respecte la confidence. Et si je la respecte pas, qu'est-ce qui se passerait, hein? Il s'est contenté de sourire. Allez, je vais me piauter. Bonne nuit. Bonne nuit. Malgré tous mes efforts, j'avais échoué à le faire parler. Une respiration rauque m'est parvenue depuis la poupe. J'ai tourné la tête. Mes yeux ont croisé ceux de Malling. Sous la lanterne du gouvernail, il brillait d'une étrange lueur fauve comme dépourvu d'humanité. L'espace d'un instant, cette silhouette noire a fait rejaillir en moi les horreurs enfouies de l'enfance. Je suis allé me blottir sur ma couchette, sans réussir à trouver le sommeil. Le lendemain, cela faisait 4 jours qu'on m'avait recueilli en mer, un remue-ménage m'a réveillé. Par-dessus bord! Par-dessus bord, toute cette termine! Allez, allez, allez! Dans le ciel embrasé, le soleil commençait tout juste à se lever. J'ai vu la cage du puma tournoyer sans fin puis être déposée par un cabestan sur une longue chaloupe. La pauvre bête rugissait de frayeur en se recroquevillant dans sa cage. Je voulais monter sur le pont, le capitaine me barrait le passage. J'ai joué des coudes pour qu'il s'écarte. C'est notre cher Rendick. Pendrick, dans le de rien du tout. Toujours aussi imbibé, le maître de bord. De la ferme. Ouais, voilà, monsieur de la ferme. Ouais, par-dessus bord et fils. Près de moi se tenait Montgomery, en train de parler à un homme aux cheveux blancs à forte carrure, vêtu de flanelle d'un bleu sale. Il venait de monter à bord. Vous avez entendu? Le capitaine me jette à la mer. Montgomery a haussé les épaules, comme s'il ne pouvait plus rien pour moi. C'est l'homme en flanelle qui a répondu. On ne peut pas vous prendre. Mais si je monte pas sur votre chaloupe, je vais... Pas de place, je vous dis. Non, Montgomery, s'il vous plaît. Allez. Montgomery, attendez, Montgomery, s'il vous plaît. Lançant un regard désespéré vers la chaloupe, j'ai aperçu 3 silhouettes étranges. Ces matelots n'appartenaient pas à la goélette. Ils avaient la peau brune, parlaient une langue étrangère et portaient des turbans. Leurs mains et leurs pieds étaient emmaillotés de bandelettes blanches. Pourquoi leur corps m'apparaissait-il anormalement long? Leurs cuisses aussi courtes et curieusement tordues. Je n'ai pas eu le loisir de les examiner plus longtemps. Les hommes du capitaine m'ont flanqué sur le canot du Lady Vane que la goélette remorquait. Pour moi, c'était retour à la case départ. L'eau montait jusqu'à mes genoux. Le canot n'avait ni vivre ni rame. Ils ont coupé la mare et je me suis mis à dériver. Ce n'était pas vers l'île que le courant m'emportait, mais vers le désert immense de la mer. Je me suis mis à pleurer et sangloter comme un enfant. J'ai frappé des poings dans l'eau qui montait, donné des coups de pied dans le plat-bord. Et j'ai prié Dieu pour qu'il me laisse. Je n'allais tout de même pas vous laisser mourir. C'est vous qui avez ordonné à la chaloupe de faire demi-tour pour prendre mon canot en remorque? Montgomery m'a assuré
que le capitaine ne vous repêcherait pas. Et me voilà échoué sur votre île. Une île sans nom. Montgomery me dit que vous avez des connaissances scientifiques. Puis-je vous demander quelle science? J'ai étudié la biologie sous la direction de Huxley. Rien que ça. Vous auriez dû le dire plus tôt. Il se trouve que nous sommes des biologistes, nous aussi. Vous venez de débarquer sur une station biologique, d'un genre particulier. L'homme en flanelle bleue ne m'avait pas donné son nom, ni celui de l'île. Tout laissait à croire qu'elle lui appartenait. Les ordres qu'il lançait aux matelots, occupés à faire rouler la cage du Puma vers un enclos en pierre, la déférence de Montgomery envers sa personne, et cet air de farouche détermination qui s'affichait sur ses traits. Même quand il souriait, surtout quand il souriait, les coins de sa bouche tombaient vers le bas en un pli amer. Quant à savoir quand vous pouvez repartir, oui, nous sommes à l'écart des routes maritimes. Nous voyons passer un bateau tous les 12 mois à peu près. 12 mois? Bravo! Si on demandait à Prendick de nous aider avec les lapins, on sera pas trop de trois pour les éparpiller. En effet. L'idée de séjourner 12 mois sur cette île me paraissait grotesque, irréelle. Comme la succession d'événements qui m'avaient arraché à ma vie ordinaire. J'ai contemplé l'enclos de corail et de pierre ponce érigé sur un promontoire à la végétation très dense. La cage du Puma venait d'y être roulée. Mes yeux sont remontés le long d'un panache de fumée blanche qui s'élevait à une hauteur vertigineuse. Prendick! L'exclamation du vieil homme m'a fait tressaillir. Je me suis aperçu que Montgomery l'avait appelé par son nom. J'ai hâte de me remettre à l'ouvrage sur cette matière fraîche. Venez, Prendick! J'arrive! Un nom étrangement familier.